Bonjour François-Olivier Gisbert, Bonjour Patrick Simonin. grand observateur de la vie politique, éditorialiste au Point, entre autres, et puis alors l'auteur d'un livre qu'on vient de recevoir qui s'appelle « La France est-elle un pays communiste ?» qui est parfait parce que c'est un petit livre rouge comme on les aime, François-Olivier. Et là, la question, on a déjà la réponse. Vous répondez oui, c'est le pays du communisme mou. Mou. Attention, parce Oui. que je ne parle pas de goulag, ni de GPU, ni de police politique, ni de Stasi. Enfin, on n'est pas en Allemagne de l'Est, ni au temps de Staline. Hein. C'est une autre forme de communisme, mais c'est une espèce d'affachisme national que nous vivons en ce moment. Enfin, on vit d'ailleurs depuis un certain nombre d'années. Puis cette espèce de tendance que nous avons. Et alors, là-dedans, si vous voulez, le pitch du livre, c'est très simple. C'est... Ne dites pas à la France que c'est un pays communiste, elle croit qu'elle vit dans l'enfer du néolibéralisme. Et c'est vrai que partout, c'est à cause du libéralisme. Donc, par exemple, les services publics posent des tas de problèmes en France, ça marche pas très bien. Ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas un pays libéral. 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, par rapport au PIB, c'est beaucoup plus que n'importe quel pays au monde. Et donc, ça veut dire que une grande partie de l'argent transite par l'État. Et derrière, vous avez, paf, pour payer ces dépenses publiques, dont les dépenses sociales qui sont très élevées également, plus élevées qu'ailleurs, vous avez un autre corps, c'est les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts, les taxes. On en a pour 45%. Donc, chaque année... 45% du PIB, c'est-à-dire, vous voyez, tout ça est rebrassé par l'État. Et là, vous avez Laurel et Hardy, j'ai nommé Zuckman et Piketty, deux économistes deux marxistes de gauche, déguisés en économistes, qui donc disent, scientifiques, etc., et qui vous expliquent qu'en France, les Français payent des impôts quand les riches n'en payent pas. Mais enfin, ils se moquent du monde. Je les soupçonne de mentir, mais bon, parce qu'ils ne sont pas assez bêtes ni ignorants. Mais enfin, on sait très bien qu'il y a 40% des Français qui ne payent pas d'impôts. 40%, près de la moitié de Français, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne payent pas d'impôts. Mais ils payent des taxes. Et vous avez... Mais bien sûr, ils payent des taxes. Bien sûr, mais ils ne payent pas d'impôts. Et vous avez également... 57% des Français, c'est un chiffre énorme, qui sont bénéficiaires nets du système social. C'est-à-dire ils touchent plus de prestations qu'on leur prélève sur leur compte. Donc, si vous voulez, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est que ce pays, il faut d'abord qu'il se libéralise un peu. Je suis pas... le libéralisme ici, c'est caricaturé en monstre. Non, moi, je suis pour une sorte de social-libéralisme, parce que je ne dis pas qu'il faut revoir l'État-providence. Je pense que la seule façon de le conforter, de toute façon, c'est d'essayer de gérer mieux et de créer de la richesse. Puisqu'on veut redistribuer sans arrêt, la gauche. Et on ne crée pas de richesse. Donc, si vous voulez redistribuer tout le temps et qu'il n'y a pas de richesse, eh ben, le pays s'appauvrit de plus en plus. Et d'ailleurs, dans le même temps, là, vous me l'avez arraché de la bouche, la France, il y a de plus en plus de pauvres en France. Nous sommes aujourd'hui à 10 millions. Et ça a bien augmenté, en tout cas, au cours des dernières années. La France va être rattrapée par la Pologne d'ici 5 ans. Pologne, bien sûr. Mais non, le pays attendez, polonais, il y a quelques années. On est doublé par l'Italie, dont tout le monde rigolait en richesse nationale. Enfin, on est peut-être doublé ou on va l'être, alors que tout le monde rigolait de l'Italie. Et si vous voulez, on est devenu un petit peu le mouton noir. Et surtout, peut-être là, c'est le dernier clou sur le cercueil, mais moi, c'est quelque chose, j'arrive pas à m'habituer. Nous sommes le pays le plus désindustrialisé d'Europe, avec la Grèce, puisque c'est 9% de l'activité, l'industrie par rapport à... c'est souvent le double dans les autres pays d'Europe, enfin près du double. Là, on est vraiment... Il y a quasiment plus d'industrie. Donc, il faut sauver tout ça. Et ça, on peut le sauver qu'en créant de la richesse. Moi, c'est le sens de ce livre. Je dis pas qu'il faut libéraliser. Enfin, libéraliser un peu, c'est pas difficile, hein, mais... C'est-à-dire un peu moins de normes, moins de fonctionnaires. Évidemment, mais attendez, les normes, vous avez vu, mais ce pays, à quoi ça ressemble? Mais on croirait... Vous êtes peut-être trop jeune pour... Vous êtes promené beaucoup dans le bloc de l'Est, moi je l'ai fait quand j'étais journaliste, mais enfin, on a les mêmes scènes, avec... vous allez à Paris, n'importe où, vous regardez, vous avez un mec qui est en train de bêcher pour faire planter une fleur, et vous avez un mec qui regarde à côté, si c'est, un autre qui regarde à côté, ils sont sur leur portable, etc. Regardez les travaux. Il y en a 3 sur 4 qui ne servent à rien. Oui, voilà, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on voyait autrefois en Union soviétique. C'est-à-dire que, mais ça, c'est très ancien en France. Il y a cette merveilleuse formule de Clémenceau, qui est « La France est un pays très fertile, hein, on plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts ».
Oui, c'est ça. Bon. Mais Et ça ne s'est pas arrangé depuis, parce Oui, que mais- c'était déjà il y a longtemps. Mais comment vous expliquez justement ça que ça ne s'est pas arrangé depuis, François-Olivier? Parce que là, on se dit, mais enfin, il y en a toujours. Macron avait promis, Sarkozy Mais oui, peut promettre, mais- etc. On va mo- dégraisser le mammouth. Le on manque de est- courage des politiques. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on a un système, un État-providence. Moi, d'une certaine manière, ça peut ressembler aussi. C'est un cri contre ce système de plus en plus socialisé, collectivisé que nous avons installé. Et en même temps, c'est aussi un cri pour essayer de maintenir cet État-providence, qui est aussi une particularité française dont on a quoi être fier, même s'il est dévoyé aujourd'hui, même si les fraudes sont trop importantes et tout ça, rien n'est contrôlé. De toute façon, ce qui marque les régimes, j'ai étudié ça dans mes livres précédents, mais tout ce qui marque les régimes depuis, disons, une quarantaine ou cinquantaine d'années, c'est qu'ils ne contrôlent rien. C'est-à-dire, ils laissent faire. Ces gens laissent faire. C'est ça l'extraordinaire. C'est-à-dire, bon, il y a des politiques qui sont plus à gauche, d'autres plus à droite, mais au fond, c'est quand même, allez, on laisse alors, Oui. l'endettement, on a laissé filer l'endettement, il s'accélère maintenant, et puis on va découvrir qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, on est encore plus endetté, et puis la charge de la dette, il faut se rappeler ce chiffre, Patrick Simonin, Oui. la charge de la dette, C'est la première charge de. ce l'État. sera 100 milliards en 2029, 100 milliards à trouver chaque année, juste la charge, les intérêts. Si on ne le fait pas, le monde s'écroule, hein. C'est affreux. Le FMI arrive dans les 5 minutes, c'est terminé. Donc on sera obligé de Oui, payer ça. mais déjà, Mais aujourd'hui, c'est le premier poste de dépense de l'État, la bien charge sûr, de mais la c'est de dette. l'argent qu'on jette par les fenêtres. Il n'y a pas besoin. On a un modèle social, en fait, qu'on a construit depuis un certain nombre d'années, qu'avec l'endettement. On s'endette. Non. Il faut essayer aussi qu'il s'autofinance, ce modèle social. Non. Le problème, si vous voulez, il faut essayer de réinventer la France avec l'idée quand même principale. Et ça, il y a une espèce de contre-éducation à faire, parce que l'enseignement, de ce point de vue, a été aussi très négatif. C'est-à-dire, on en prend aux enfants, je dirais presque dès la maternelle, le capitalisme, c'est le mal, le libéralisme, c'est presque encore pire, et évidemment, le communisme, bon, il y a les 100 millions de morts, on essaie de passer vite, mais bon, c'est moins mal. On n'en parle pas d'ailleurs, presque. On 100 millions de morts. On n'en parle Oui. jamais d'ailleurs, mais il ne faut pas en parler. Mais enfin, ils sont là. Hein, c'est-à-dire le stalinisme et le maoïsme, quand vous rajoutez les deux, Mais ça vous fait dites- 100 vous êtes ça fait honnête, 100 il y a millions. toujours des partis communistes en Europe et en particulier Pas partout, en France. pas partout, Oui. parce que beaucoup ont changé de nom. Mais c'est vrai qu'en France, on est toujours fiers de notre parti communiste. Mais à la limite, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut qu'on apprenne. Si on veut faire nation, si on veut que la France reparte, moi, je suis pas un pessimiste. Je suis plutôt joyeux, d'ailleurs, c'est un livre drôle, marrant. Oui. Je ne suis pas en train de vous expliquer en pleurant que c'est fini la France. Mais si on veut, eh ben, il faut jeter par-dessus bord toute cette idéologie mortifère des Huckman, Piketty et autres, et puis essayer de créer de la richesse. Et la richesse, elle se crée Par le travail. par le travail, Mais vous dites- restaurer la valeur travail, bah oui, parce qu'elle était flinguée. Vous dites plutôt la restauration de la valeur paresse, puisque le droit à la paresse, etc., oui, est enfin, vanté. Et Parce que Madame Rousseau nous explique qu'il vaut mieux effectivement travailler moins parce que c'est meilleur pour la planète. Hein. Bon, mais tout ça, Ça pollue, il faut en le finir. travail. Oui, il faut finir avec tout ça. D'abord, dans le travail, on peut se réaliser aussi. C'est pas vrai, peut-être. Il y a des travaux très pénibles, je le sais bien. Mais je veux dire, il faut là-dessus se dire, nous autres Français, qu'on n'est pas plus bêtes que les autres. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on soit le mouton noir de l'Europe. Et une sorte de pays, oui, on voit bien aujourd'hui, on fait rire beaucoup. Et puis, voyagez, allez un peu à l'étranger. Vous verrez, tout vous semblera cher. Comme si vous veniez d'un pays du tiers-monde. Mais c'est intéressant, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, repenser tout. Je pense que l'idée, si vous voulez, moi, le communisme, je ne dis pas que la France est communiste. Je parle de communisme mou. oui. Hein, je Ah bah, réponds à vous ça parce citez que- Gorbatchev qui a Oui. fait une phrase célèbre. Phrase célèbre, Ouais. merveilleuse, qui est « La France est le seul pays où le communisme a réussi Ben, Oui. D'une certaine manière, C'était ça ne visionnaire. réussit qu'ailleurs. Et vous parliez de la Pologne, elle est sortie du communisme, et elle s'est libéralisée, même si elle a aussi un État-providence. Mais bon, enfin, les résultats sont là. Et puis, elle est en passe de nous rattraper. Parce que, et si vous voulez, il y a une forme d'urgence. C'est-à-dire que plus on attendra, plus ce sera compliqué. Et puis, plus à un moment donné, il risque d'y avoir de l'austérité, comme il y a eu, par exemple, en Grèce, à un moment donné. C'est-à-dire que, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, parce qu'on aura le FMI sur le dos, l'Union européenne, et puis parce que ce sera comme ça. Donc, il faut anticiper
et prendre des mesures et puis croire en ce pays. Vous voyez, parce que là, c'est quoi nos politiques? Ce sont des espèces de comptables avachis qui peuvent être intelligents, mais vous savez, sans courage ni volonté, il n'y a pas d'intelligence pour moi, ça ne sert à rien. Donc il faut prendre des gens volontaires. Et ils laissent faire. Je veux dire, justement, je répète, c'est la phrase, c'est ça, aujourd'hui, ils laissent filer. Il faut reprendre ça en main et puis expliquer aux Français qu'il y a d'autres voies et qui ne sont pas forcément la voie de l'austérité, qui sont la voie de, on va recréer de la richesse parce qu'on est un peuple qui n'est pas plus bête que les autres. Oui, mais alors, il y a parmi... Même si ces dirigeants n'ont pas été à la hauteur. Oui, oui, mais justement, pour parler de dirigeants, il y a Giscard. Il y a une rencontre avec Giscard dans ce bouquin qui est savoureuse. Giscard âgé, qui boit son petit thé avec ses petits biscuits et qui vous dit, François-Olivier Gisbert, avec sa façon de parler, j'imagine, un peu comme ça, là, voilà, vous l'imitez très bien, vous dit, ça va mal finir parce qu'il y a plus de gens qui ne font rien que de gens qui travaillent. Et donc, la minorité qui travaille se fait taper dessus, maltraiter, et bientôt ça va mal finir. Oui, d'ailleurs c'est un entretien qu'il m'avait donné pour Le Point, je me souviens très bien, mais j'avais gardé, disons, les chutes parce que c'est des choses que, voilà, visiblement il n'était pas très chaud qu'on développe ça parce qu'il employait le mot de soviétisation, etc. Bon, peut-être qu'il exagérait, mais pour se faire entendre, parfois, il faut exagérer. Et c'est vrai que l'idée, c'est que, bon, vous avez un tiers du pays, de plus en plus de fonctionnaires. Nous avons quand même un nombre de fonctionnaires qui dépasse entendement. On est aussi les records par rapport au nombre d'habitants. Ça ne cesse pas de monter, c'est aberrant. Je ne dis pas que moi, je ne suis pas anti-fonctionnaire. Je suis fils de fonctionnaire. Ma mère a été prof de philo dans un lycée, je veux dire, lycée public. J'ai pas, enfin, comment dire, j'ai pas été élevé là-dedans, dans la haine du fonctionnaire. C'est idiot. Mais simplement, il faut être efficace. Et je veux dire, quand ce pays, si vous voulez, vous avez les fonctionnaires, vous avez les intermittents du spectacle, vous avez des tas de gens qui dépendent de l'État. Bon, et il y en a de plus en plus. Et puis, il y a aussi tous ceux qui sont les bénéficiaires nets de l'État-providence. Ils finissent par être majoritaires tous ces gens-là, bah oui, c'est ce qu'il explique. Il n'a pas tort quand on regarde les chiffres. Et c'est vrai qu'il y a un tiers du pays qui travaille comme un chien, un peu pour les autres. C'est un peu ce qu'il dit, quoi. Un tiers. Enfin, c'est un gros tiers, puis il diminue quand même aussi. Et c'est ça le problème aussi. C'est-à-dire que si vous voulez faire nation, si vous ne voulez pas qu'il y ait des ruptures à un moment donné, eh ben, il faut essayer de créer un système un peu plus facile pour les uns et pour les autres. Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas cesser d'aider les gens qui en ont besoin, bien entendu. Bah, attendez, et puis c'est ça la France, c'est très bien. Ce n'est pas ça que je conteste. Je conteste, c'est qu'on est un pays à l'arrêt. On trouve ça, comment dire, oui, et à force d'attendre, parce qu'on attend toujours, on reporte, c'est-à-dire, bon, là, pour l'instant, il ne se passe rien. Il y a Emmanuel Macron qui essaie d'amuser la galerie en passant à la télé tous les soirs ou presque, mais ça ne change rien, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions. François Bayrou, son Premier ministre, il y a quelques mois, avait fait un diagnostic impeccable sur ce qui se passait. Oui, là, quand vous dites, vous n'êtes pas trop dur, quand vous dites Emmanuel Macron amuse la galerie. Là, c'est ce qu'il est en... Non, il y a encore un an de pouvoir. Vous dites, au fond, c'est ça le bilan parce qu'au fond, on perd un an, là. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, je n'appelle pas cette émission. Moi, je suis responsable. C'est une décision qui ne peut que prendre lui-même. Mais il y a tellement de choses à faire. C'est-à-dire que on perd du temps. Ça fait des années qu'on perd du temps. C'est-à-dire, on laisse pisser. C'est ça, la vérité. Le mérinos, comme ils disent dans la campagne. Moi, j'entendais ça quand j'étais gosse. C'est ça, voilà, on laisse tout. On laisse faire les choses. C'est ce que De Gaulle appelait la politique du chien crevé au fil de l'eau. Et alors, un autre personnage, c'est Mélenchon. Alors, vous dites, vous l'avez connu, vous avez passé des bonnes soirées à picoler ensemble, vous êtes très franc dans ce bouquin. Oui. Mais vous dites, aujourd'hui, je ne le vois plus. D'ailleurs, il vaut mieux, parce que si je le vois, il y aura du sang sur les murs. Je cite, c'est dans le bouquin. Qu'est-ce que vous voulez dire, François-Olivier ? Parce que je suis en désaccord total et je veux dire, il fait des choses que je ne comprends pas. Mais en même temps, on ne peut pas se départir, surtout quand on a connu quelqu'un pendant si longtemps, on ne peut pas se départir d'une certaine forme d'affection. Je suis désolé de le dire, ça peut choquer, ça peut vous choquer. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est quelqu'un de très intelligent, qui a un projet, qui est à la fois intéressant d'ailleurs, parce qu'il est sur deux chevaux en même temps. C'est compliqué d'être cavalier là-dessus, quand on a deux chevaux, on voit ça de temps en temps dans les cirques. Mais bon, il y a le cheval démocratique, il est pour la démocratie, puisqu'il y a des députés, etc. Puis le cheval des révolutionnaires. D'ailleurs, il ne cache pas, il est révolutionnaire. Et puis il y a toujours le modèle vénézuélien, comme ça, très loin, le Venezuela de Chavez, vous savez, qui a quand même été une horreur pour ce pays, même si une grande partie de l'intelligentsia française
a soutenu Chavez, vous avez Dominique Villepin qui le vénérait, etc. Bon, le type est arrivé au pouvoir, vous avez vu ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est les premières réserves mondiales du monde, plus que l'Arabie Saoudite, le Venezuela. Et ben, au bout de quelques temps de chavézisme, de socialisme chavézien ou de communisme, parce qu'il était aussi soutenu par le Parti communiste, ben, il n'y avait plus d'essence. Ils n'avaient plus d'essence, quoi, plus rien. C'est-à-dire, vous savez, vous leur donnez le Sahara aux communistes, de toute façon, au bout de quelques temps, il n'y a plus de sable. Hein, c'est fini. Ils sont obligés d'acheter du sable. Donc Mélenchon, parce que rien ne marche. Oui, mais vous dites, au fond, Mélenchon peut gagner. Il va vers un socle au premier tour. Il sait que c'est Mélenchon, partant de là. Il n'est pas deuxième. forcément parti pour gagner, parce que la France est à droite aujourd'hui, mais il est parti peut-être pour faire un bon score, parce que dans la classe politique, c'est quand même le plus, je trouve, le plus stratège. Alors, d'un cynisme absolu. Hein, il a enfourché des chevaux que beaucoup, jusqu'à présent, répugnaient à enfourcher. Je pense à celui de l'islamisme ou de l'antisémitisme. Mais d'ailleurs, qui a bien réussi, hélas, à certains de ses députés aux législatives de 2024, parce que les plus antisémites, à la limite, ont presque fait les meilleurs scores dans ce qu'il appelle les quartiers populaires. Donc, mais si vous voulez, lui a une stratégie et il sait ce qu'il veut, c'est-à-dire il a un bloc de 15% qu'il veut entretenir et après développer avant le premier tour de la présidentielle, pour essayer d'arriver effectivement en tête pour le deuxième tour et se retrouver, pas en tête pour le deuxième tour, se retrouver en tête des autres candidats, parce tout le monde a, je crois, en tête que ce sera le Rassemblement national qui arrivera en numéro 1. Et je pense que, même si les sondages vont changer entre-temps, je pense que ça restera quand même plus ou moins le cas. Oui. C'est pas sûr, hein. Oui, mais ça... En politique, on ne sait jamais. Oui, mais ça, François-Olivier Gisbert, vous dites, ça, c'est possible parce que, justement, on a préparé cette France à penser l'état du pays, et vous dites ce communisme mou, au fond, et vous dites que les gens finissent par le penser et le croire, et que c'est sur ce terreau que Jean-Luc Mélenchon bâtit finalement tout à fait, son tout pouvoir. À fait. Avec l'idée que... Et vous en inquiétez, parce que vous dites, il y a des mots très durs pour certains, sans les citer. Vous dites, il y a des Goebbels et des Himmler qui partent en cavale. Bah oui, bien sûr. Non, mais ce sont des mots très attendez, durs. Vous entendez, vous lisez les réseaux sociaux, vous voyez très bien ce qui se passe. Il y a quelque chose, il y a un climat rance aujourd'hui. Il y a une France. C'est grave, rance. parce que là, ça renvoie à la Seconde Guerre mondiale. Cette France rance, elle vient, je suis désolé, de l'extrême gauche. Ça gêne beaucoup les historiens qui disent bah non, la République de Weimar, c'était pas ça. Non, c'est la droite qui a mis Hitler au pouvoir. Vous regardez, c'est pas vrai. Bah, oui. Non, mais oui, c'était Hindenburg, mais Hindenburg, il a mis Hitler chancelier après qu'il ait perdu des élections, enfin, pas perdu, mais perdu pas mal de pourcentage aux élections, en pensant comme ça, il le flinguerait avec... et d'ailleurs, il avait très peu de ministres. Enfin, c'était un truc pour le finir. Le problème, c'est que Hindenburg était très malade, que lui-même était un très mauvais stratège comme son homme de main de l'époque, von Papen, et qui se sont fait complètement avoir par les nazis qui ont été plus rapides, et qui ont tué d'ailleurs un nombre de gens incalculable quand ils ont fait la nuit des loups couteaux. Vous savez, quand ils ont fait la nuit des couteaux, ils ont tué énormément de, justement, cette droite dure et conservatrice qui avait essayé de les liquider. Oui, donc ça, c'était évidemment un calcul cynique horrible. Mais en quoi vous dites ça, il faut quand même faire attention pour aujourd'hui? Parce que j'anticipe. C'est-à-dire que si on continue à ne pas régler nos problèmes économiques, il y a 1 an apparemment pendant lesquels on ne va pas les régler, je ne sais pas, peut-être que les nouveaux élus ne vont pas les régler non plus. Si on attend comme ça indéfiniment, à un moment donné, quelqu'un qui ne sera pas en France va siffler la fin de la récréation. Par exemple, ça peut être le Fonds monétaire international. Il peut y avoir aussi un problème sur les marchés. Et à ce moment-là, on sera en difficulté. On sera peut-être obligé de faire justement une politique d'austérité extrêmement violente comme en Grèce. Je ne souhaite pas pour la France. Je pense qu'on n'est pas prêt à ça. Je pense qu'il faut éviter, il faut reporter ça le plus possible, c'est-à-dire, en fait, l'empêcher en prenant les mesures avant et en s'en occupant. Quand on a l'endettement qu'on a, regardez, il y a des sites comme ça où on peut voir, comme ça, au chiffre près, l'évolution, mais ça donne le tournis, ça va très vite. C'est la tiers-mondisation. On est à plus de 3500 milliards de dettes et ça augmente tous les jours, tout le temps. Vous dites c'est la tiers-mondisation qui est en marche. Tiers-mondisation. Tiers-mondisation, c'est très simple. Vous savez, alors, le communisme, ça parle peut-être moins aux gens, parce que, moi, je suis plus ancien, donc évidemment, je me suis baladé autrefois dans les pays communistes où rien ne marchait.
rien ne marchait, quoi. On les plaignait, les pauvres. Oui. C'est pas ce que disait Sartre, hein, vous citez d'ailleurs. Oui, mais enfin, lui, il faisait des petits voyages bien payés. Oui. Les intellectuels de gauche français trouvaient ça très bien. Les beaux hôtels en Crimée. Oh, non, mais enfin, bon, non, franchement, c'est honteux. Et voilà, il expliquait d'ailleurs, il a expliqué jusqu'au bout que, enfin, jusqu'à la chute, il est mort avant, mais en 80, jusqu'à sa mort, il expliquait que le communisme, l'Union soviétique allait doubler l'Occident très rapidement, enfin, les États-Unis, etc. Enfin, c'est ce genre de bêtises qu'il a. Bon, comme beaucoup d'intellectuels français, hélas. Plus maintenant, il y en a moins quand même. Mais quand même, vous dites que tout ça est basé sur des mensonges. Oui, bien sûr. C'est très clair dans ce livre. Il y a un chapitre là-dessus. Vous dites, d'ailleurs, le mensonge. On est prêt après, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, déjà, vous dites le mensonge du nombre de fusillés, le mensonge des partis communistes qui a ensuite soutenu Staline et qui avant a été dans une forme de collaboration avec Hitler pour soutenir Staline. Si vous voulez, moi j'ai des souvenirs, comme jeune journaliste à la fin du XXe siècle, même je suis arrivé au Nouvel Observateur en 1971, de réunions où, sur un sujet sur lequel il y avait des avis différents, enfin des points de vue différents, on n'avait pas la même vérité, on discutait pour voir lequel avait raison. Aujourd'hui, on s'en fout. C'est-à-dire, vous avez des mots-clés, des mensonges éhontés qui rentrent comme ça, qui sont considérés comme des vérités par chaque camp. Parce que chacun a ses vérités, ses faits alternatifs, comme le disait l'attaché de presse de Trump dans son premier mandat. Je trouve que c'est un mot assez juste. Les faits alternatifs, c'est très drôle. C'est-à-dire, oui, il y a des faits, puis il y a des faits alternatifs, c'est pas grave. Trump est un exemple de ça. C'est-à-dire... c'est un mensonge par seconde. Mais enfin, on a ça partout. On a ça chez nous, ici, pratiquement dans toute la classe politique, à quelques exceptions près. Et c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Vous voyez, autrefois, c'est vrai que c'était mieux avant, comme dirait l'autre, mais il y avait des journalistes qui s'écharpaient pour savoir, non, mais il faut dire ça, ça. Enfin, ça posait vraiment un problème, même d'écrire une erreur. Aujourd'hui, rien à foutre. Oui, rien à foutre. Rien à foutre. La fin justifie les moyens. Oui, fond même, c'est ça, le goulag... C'est l'information, c'est la guerre. Par exemple, je vous donne un exemple tout précis, mais très bête, je résume très vite pour ne pas faire long, mais c'est le salut nazi d'Elon Musk. Vous vous souvenez de ce salut nazi d'Elon Musk? Toute la presse a parlé de ça. Encore maintenant, on entend Encore maintenant, dire salut nazi d'Elon Musk. C'était un salut nazi. Mais non, puisque c'est le salut de Mélanie, qui est un salut historique aux États-Unis, qui a été transformé après, Roosevelt quand il y a la guerre avec les Japonais, parce que c'est un salut qui ressemblait un peu trop au salut nazi. Bon, on fait ça devant le drapeau aux États-Unis. Et puis, finalement, voilà, ils ont ajouté le cœur. Bon. Et puis après, il y en a qui sont revenus, y compris Barack Obama, en mélangeant le cœur et puis le re-salut comme ça, qui fait « je vous donne mon cœur ». Et vous regardez les bandes avec Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, et voilà, et puis après, il fait son salut, et il dit « je vous donne mon cœur ». Il fait ça 2 fois de suite. Donc, ce n'est pas un salut nazi. D'autant plus que les mêmes qui ont dit « c'est un salut nazi », Zoran Mamdani, peut-être parce qu'il a la carte, lui, c'est un frère musulman. Enfin, le maire de New York. Les frères musulmans, mais maire de New York. Lui, il a fait exactement le même salut en janvier dernier quand il a payé possession de la mairie, son discours d'investiture, etc. Il termine comme ça, avec ses grands noirs qui peuvent rappeler ceux d'Himmler. Il fait exactement. Personne n'a dit, ni Le Monde, ni le Guardian, ni le New York Times, aucun journal, aucun média, aucun journaliste n'a dit il a fait un salut nazi. Et il n'a pas fait de salut nazi, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? François-Olivier Gisbert, qui va sortir la France de ça? C'est-à-dire, évidemment, vous avez cité Bardella ou Le Pen qui va être au second tour. Est-ce que ça, c'est possible? Aujourd'hui, on a Édouard Philippe qui est peut-être celui qui pourrait se retrouver au second tour. On a Gabriel Attal qui va y aller. Il y a même François Hollande qui se dit « je suis prêt ». Mais moi, je ne crois pas aux gens intelligents. Je pense on en a soupé, si vous voulez. Il faut prendre des gens volontaires et des gens qui soient prêts à en prendre plein la figure pour le bien commun, pour que la France reparte. Vous savez, les débuts de règne, quand ils sont un peu sévères, il l'était d'ailleurs, par exemple, en 1958, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, après, c'était quand même une croissance de 5-6% tous les ans. C'est extraordinaire. Bon, c'était un peu dur. En même temps, on ne peut pas dire que c'était vraiment un plan d'austérité puisque l'économie est repartie assez vite. Mais c'est ce qu'il faut créer en France. Et c'est-à-dire arrêter de penser que, comme tous ces imbéciles, qui n'ont jamais lu un livre d'économie, qui rabâchent je ne sais pas quoi, mais les Français sont qui vous disent il faut augmenter les dépenses pour relancer l'économie, mais pauvres. On fait ça depuis... Macron, il a fait ça pendant 9 ans. Vous avez vu la croissance? Il n'y en a pas. Mais est-ce que les Français sont prêts à voter pour quelqu'un qui va leur promettre du sang et des larmes? Mais ce n'est pas du sang et des larmes, justement. C'est quand vous avez des budgets équilibrés, un peu équilibrés.
C'est pour ça qu'il y a la règle des 3%. Alors c'est l'Europe, on dit, mais c'est pas seulement l'Europe. C'est que à partir de 3%, on est un peu en danger. Mais en dessous de 3% de déficit budgétaire, vous êtes sûr d'avoir une croissance à peu près correcte. Mais regardez aujourd'hui, on a la punition totale. Déficit, endettement, et puis pas de croissance, ou 0,9%, et on se félicite, se gargarise. Après, c'est ça, 0,8, 0,7, 0,6, etc. Et puis on est content avec ça. Mais non, on peut pas. Non, on peut pas. On est la France, et il n'y a pas de raison qu'on ne redevienne pas vite un grand pays industrieux, je dis industrieux pour ne pas dire industriel, qui travaille, qui aime le travail, et puis qui en jette un peu aux autres, parce qu'on a quand même des choses à dire dans le monde. On a des choses à dire. La France a encore beaucoup de choses à dire. Merci. Franz-Olivier Gisbert, la France est-elle un pays communiste? C'est un petit essai, mais alors, il a la pêche, ce livre de l'invité qui est en face de moi, et vous allez retrouver tout ça dans ce livre aux éditions ouvertes. Avec quelques bonnes blagues de Reagan. Ah, tiens, une dernière blague de Reagan. Oui. Oh, bah, la blague du début, moi, je trouve génial, Oui. qu'il racontait toujours, c'était l'histoire en Union soviétique, du temps de l'Union soviétique, donc, qui n'était pas morte d'ailleurs quand il racontait sa blague, elle était encore un peu vivante, l'Union soviétique. Il y a un type qui va acheter une voiture et le vendeur lui dit, regarde ses papiers, ses trucs, oui, dans 10 ans, c'est bon, on pourra vous la livrer dans 10 ans, tel jour, ah bah ça tombe bien, dans le même jour, dans 10 ans, jour pour jour. Ah, il dit, le mec, tout de suite... Ah, je suis pas sûr, parce que ça dépend. C'est le matin ou l'après-midi? Ah, bah, on vous la donnera l'après-midi. Ah, bah, ouf, parce que le matin, j'avais mon plombier. 10 ans d'attente. Mais c'était ça un peu, oui, 10 ans d'attente. Hein. La queue pendant 1 heure pour avoir un œuf, ou un bout de fromage, un morceau de fromage. C'était ça, l'Union soviétique. Enfin, fallait y aller. Hein. Alors, je dis pas qu'on est là-dedans du tout. Mais je veux dire, on est quand même dans un truc de désorganisation générale. Avec, on ne sait pas où va l'argent, il y a des sommes folles comme ça, et puis à l'arrivée, on ne sait pas. Bon, il y a de plus en plus de fonctionnaires, ça on a bien compris, notamment dans les hôpitaux, où ils font certainement des choses bien. Mais je veux dire, il faut peut-être essayer de penser aussi, repenser le travail, et faire aimer le travail. Moi, je suis très content de travailler, vous savez, et je crois que je travaillerai encore longtemps, et il y a des tas de gens qui font toutes sortes de métiers, qui me disent, et qui sont comme moi d'ailleurs, qui ont un certain âge et qui sont toujours à faire leur boulot, et disent qu'est-ce que je suis heureux de travailler. Merci. Franz-Olivier Gisbert, la France est-elle un pays communiste? Merci beaucoup, Franz-Olivier, d'avoir été avec nous. Merci à vous.